Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. As Magouchoulé dans le viseur de la justice sud-africaine. Un mandat d'arrêt a été requis contre le secrétaire général de l'African National Congress, accusé de corruption alors qu'il était à la tête de la province de Free State. Assurer la sécurité des populations grâce à des exercices de simulation à l'approche des élections. L'armée centrafricaine, les forces de sécurité intérieure et la MINUSCA multiplient les formations. Les détails à suivre. Et puis nous avions faim et ils cachaient la nourriture. Cette incompréhension est à l'origine de scènes de pillage au Nigeria. Des entrepôts où sont stockés des vivres destinés à être distribués pendant le confinement sont pris d'assaut par les populations. Mais tout d'abord, la disparition d'une figure emblématique de la vie politique africaine. L'ancien président ghanéen Jerry Rawlings s'est éteint ce jeudi 12 novembre à l'hôpital universitaire Korle-Bu d'Accra. Ancien lieutenant de l'armée de l'air ghanéenne, il a participé pour la première fois à un coup d'État militaire en mai 1979, mais c'est après une deuxième tentative qu'il renversera le régime de Fred Akufo et prendra les rênes du Ghana. Retour sur son parcours avec Corinne Kamsefehem. Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, est décédé à l'âge de 73 ans ce 12 novembre 2020 à l'hôpital universitaire Korle-Bu d'Accra. Celui qui a dirigé le Ghana de 1981 à 2001 est né le 22 juin 1947 à Accra. Jerry John Rawlings entre en 1968 à l'Académie militaire ghanéenne de Téchi et devient lieutenant d'aviation de l'armée de l'air de son pays. Il accède au pouvoir après plusieurs coups d'État en 1979 et 1981, renversant ainsi le régime du président Fred Akufo et celui de Liman. J'ai un souvenir personnel du président Jerry Rawlings qui a marqué toute une génération d'Africains comme moi. En fait, dans ma carrière professionnelle, je suis arrivé à Lomé au Togo en 1988 et le Ghana était très mal économiquement. Politiquement, il y avait une succession de coups d'État, de généraux qui se remplaçaient. Et la monnaie ghanéenne, le cedi, était très bas. Personne ne voulait du cedi. Et quand Rawlings a repris le pouvoir pour la seconde fois, il a redressé le Ghana. Il en a fait d'abord une démocratie qui continue à tenir la route jusqu'aujourd'hui. Et il a fait remonter l'économie du Ghana à tel point que le voyage se faisait maintenant en sens inverse. C'est-à-dire que les gens partaient du Togo et du Bénin pour aller travailler au Ghana. En 1992, Jerry Rawlings démissionne de l'armée, installe le multipartisme et fonde le Congrès démocratique national. Il sera élu président du Ghana, engageant ainsi son pays sur la voie de la démocratisation. Il sera réélu en 1996 pour un second mandat. En 2001, Jerry Rawlings décide de présenter Jonathan Mills pour le compte de son parti à l'élection présidentielle. Celui-ci perdra face à l'opposant John Kufuor. Et Jerry Rawlings a été de ceux qui ont considéré leur responsabilité à la tête de leur pays comme une mission. Et il restera à jamais marqué dans l'esprit et dans le cœur d'une grande génération d'Africains et de toute l'Afrique en général. Il y aura un avant et un après Rawlings. Avant son décès, Jerry John Rawlings multipliait les médiations dans les crises électorales et pour le retour de la paix dans les pays en crise sur le continent. Un vent d'espoir souffle sur la Libye. Les pourparlers inclusifs qui se tiennent depuis le 9 novembre à Tunis ont débouché sur un accord pour l'organisation d'élections. Les partis sont parvenus à une feuille de route préliminaire prévoyant des scrutins crédibles dans un délai de 18 mois avec des dispositions permettant d'unifier les institutions libyennes. Notons que ce dialogue politique rassemble 75 participants de tous bords sélectionnés par l'ONU, mais se déroule en l'absence des principales figures au pouvoir actuellement. Il s'agit, selon les Nations Unies, de la meilleure occasion pour mettre fin au chaos qui règne depuis la mort de Muammar Kadhafi en 2011. Il avait été cité dans Gangster State. Il est désormais dans le viseur de la justice. As Magouchoulé, secrétaire général du Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour corruption. Un scandale de plus dans un parti de plus en plus divisé. C'est un sujet de la rédaction. La lutte contre la corruption se poursuit en Afrique du Sud. Ce lundi 10 novembre, la justice a requis un mandat d'arrêt contre le secrétaire général de l'African National Congress, As Magouchoulé.
À 61 ans, l'allié politique de l'ancien président Jacob Zuma est soupçonné d'actes de corruption. Au cœur de cette affaire, un contrat public d'une valeur de 15 millions de dollars, un contrat conclu en 2014 avec une société de désamiantage alors qu'il était gouverneur de la province de Free State. Je n'ai rien fait de mal. Je suis un citoyen respectueux des lois. Ce nouveau scandale fait écho aux révélations du journaliste sud-africain Peter Louis Myburgh. Dans son livre Gangster State, paru en 2019, le journaliste décrit Asma Gushule comme dangereux et enquête notamment sur la nature de ses relations avec la famille Gupta, une fratrie d'origine indienne accusée d'avoir versé des pots de vin pour bénéficier de contrats gouvernementaux sous la présidence de Jacob Zuma. Si ce mandat d'arrêt peut être considéré comme un des effets produits par la campagne anticorruption lancée par l'actuel président Cyril Ramaphosa, il révèle une nouvelle fois la vulnérabilité du parti au pouvoir ébranlé par des scandales à répétition. Le secrétaire général a déclaré à plusieurs reprises, y compris par l'intermédiaire de son équipe juridique, qu'il coopérerait avec tout processus entrepris par les forces de l'ordre. Devant les journalistes, Asma Gushule a déclaré ne pas être inquiet. Il devrait être entendu ce vendredi 13 novembre par la haute cour de Bloemfontein. S'achemine-t-on vers une crise politique au Mozambique ? Eh bien, le mouvement démocratique du Mozambique, deuxième plus grand parti d'opposition qui veut des réponses claires sur les conflits armés dans le pays, a déposé lundi devant le Parlement une motion de censure contre le gouvernement. Pour le leader de la formation, il est question de réprimander l'exécutif pour la manière jugée irrespectueuse dont il a agi face à l'Assemblée nationale. Les autorités sont notamment accusées de ne pas avoir répondu aux préoccupations sur la situation sécuritaire à Cabo Delgado alors que des attaques terroristes y sont évoquées. Se préparer pour ne pas être débordé en Centrafrique. Les forces de sécurité intérieure et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies multiplient les exercices de simulation en vue des élections tant attendues de décembre 2020. Dans un état où près de 80% du territoire est contrôlé par les groupes armés, tous les scénarios sont envisagés. Les détails avec Gladys Mouamba. Assurer la sécurisation des populations grâce à des exercices de simulation à l'approche des élections. C'est ce à quoi se sont soumis l'armée centrafricaine, les forces de sécurité intérieure et la MINUSCA le 7 novembre. La capitale Bangui et ses environs a été le théâtre de différents scénarios pour préparer l'ensemble de ces troupes à la sécurisation des élections législatives et présidentielles prévues le 27 décembre 2020. Cet exercice est extrêmement important parce qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance, il y aura de plus en plus des manifestations, comme vous le constatez, de petites manifestations à caractère social et de plus en plus à caractère politique. Et tout est possible. Nous sommes dans un pays en crise, un pays en conflit. Cette collaboration a pour but d'assurer la tenue des prochaines élections dans les meilleures conditions, car la Centrafrique est un État fragile au point de vue politique, sécuritaire, économique, social et institutionnel. Près de 80% du territoire demeure contrôlé par des groupes armés. Beaucoup de défis nous attendent. Et cet exercice s'inscrit dans cette perspective-là. Comment relever les défis de la sécurité, tout en ayant en tête que notre mission essentielle, c'est la protection des populations. Nous ne sommes pas là pour réprimer des manifestants, nous ne sommes pas là pour brimer des manifestants, nous sommes pour l'exercice des libertés démocratiques, de toutes les libertés, mais dans le respect de la loi. La situation de la Centrafrique est suivie de près par la communauté internationale. Pour cette dernière, l'enjeu de ces élections est d'assurer le retour de l'État sur tout le territoire, une étape décisive dans la quête de paix durable et de stabilité recherchée par ce pays en crise depuis 2013. La glace a été brisée, mais la confiance a-t-elle été rétablie ? En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a rencontré ce mercredi 11 novembre à l'hôtel du Golfe le président de la coalition de l'opposition Henri Konan Bédié. Il était question de poser les jalons d'un dialogue politique pour mettre fin à la crise post-électorale. Compte rendu dans ce reportage d'Olivier Adjakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Dialogue direct entre le président Alassane Ouattara
président de la République, et Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Cette rencontre vise à faire baisser la tension. Le pays connaît des affrontements meurtriers depuis l'appel à la désobéissance civile lancé par le président Bédié, qui ne reconnaît pas les résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre ayant permis la réélection du président Ouattara et a donc créé le Conseil national de transition. Le président Alassane Ouattara est satisfait de la reprise du dialogue. Le président Bédié, président du PDCI RDA, et moi-même venons d'avoir un entretien fraternel pour rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix. Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Et ceci était une première rencontre, comme dit le président, pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Et nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance est rétablie. Même disposition d'esprit chez Henri Konan Bédié, le président du PDCI. Il annonce d'autres rencontres à venir pour trouver solution à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer, pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Les observateurs s'attendent à une accalmie sur le front du conflit après cette rencontre des deux leaders politiques ivoiriens. Le gouvernement annonce que les affrontements ont fait au total 85 morts avant, pendant et après les élections. Les leaders de l'opposition arrêtés sont toujours en détention pour le moment. La transition est impérative, mais elle sera difficile. L'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent et qui fonctionne majoritairement au charbon, prévoit de réduire son taux de CO2 de 42% d'ici 2025. Une résolution qui devrait emporter avec elle près de 120 000 emplois. On fait le point tout de suite avec Siam Victoria Sedi. En Afrique du Sud, la transition énergétique vers le renouvelable menace 120 000 emplois selon le réseau de chercheurs Trade and Industrial Policy Strategies. L'activité économique de 4 municipalités qui abritent au total 2,3 millions de personnes sera tout aussi bouleversée. L'Afrique du Sud produit plus de 90% de son électricité grâce au charbon, dangereux combustible pour le climat. Et la compagnie nationale d'électricité Eskom, qui fonctionne au charbon, est responsable de 30% des émissions de CO2 du pays, d'après l'organisation Greenpeace. Parce que ces municipalités sont trop dépendantes des activités de la chaîne de valeur du charbon, la suspension de cette dernière laissera un vide important. Il s'agit d'une préoccupation clé pour l'Afrique du Sud en raison de son niveau élevé de chômage, d'inégalité et de pauvreté. Signataire de l'accord de Paris sur le climat, l'Afrique du Sud, pays africain le plus industrialisé, s'est engagé à réduire ses émissions de CO2 d'environ 42% d'ici 2025 et de passer à une électricité décarbonée d'ici à 2050. En mai 2019, les autorités ont lancé le processus. Fait inédit sur le continent, la taxe carbone a été instaurée par les autorités sud-africaines. Dans les mines, secteur déjà en crise, 6 800 emplois directs et indirects devront être supprimés d'ici 2022. L'Afrique du Sud dispose d'un potentiel énergétique important sur le continent africain et aller sur l'énergie verte renvoie à une diversification de son offre énergétique et diminuer sa dépendance au carbone. Et en misant sur la transition verte, elle mise aussi sur son capital humain. De nouveaux emplois dans le secteur des énergies renouvelables seront créés, de nouveaux services, de nouvelles entreprises. Et c'est un cap que l'Afrique du Sud veut franchir, qui est une transition pas évidente, pas facile, mais qui est pleine d'opportunités et de prouesses. Pour réussir sa transition écologique, l'exécutif sud-africain devra s'armer. Le pays fait déjà face à la question du chômage avec une économie en crise. Le nombre de chômeurs a grimpé de 344 000 pour atteindre 7,1 millions en juin 2020.
L'incompréhension, c'est le sentiment qui habite des centaines de Nigérians après la découverte de stocks de nourriture destinés aux ménages pauvres pendant le confinement, mais qui n'ont pas été distribués. Et alors que les soupçons de corruption planent, les scènes de pillage se multiplient. Voyez ce sujet de la rédaction. Nous avions faim et ils cachaient la nourriture. Une incompréhension à l'origine de scènes de pillage au Nigeria. Depuis plusieurs jours, des entrepôts où sont stockés des milliers de sacs de vivres destinés à être distribués aux ménages pauvres pendant le confinement sont pris d'assaut à Yola, la capitale de l'état de l'Adamawa, au nord-est du pays. Dans un contexte où l'inflation galope, les habitants sont en quête de denrées de première nécessité, riz, sucre, nouilles ou céréales. J'ai été vraiment choqué quand je suis arrivé à l'entrepôt et que j'ai vu la quantité de nourriture qui y était stockée. J'ai ensuite constaté que la plupart des stocks étaient périmés et je me suis dit, si le gouvernement pouvait distribuer cela depuis février, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? À cette question, les autorités nigérianes n'ont pour leur part réagi. Elles ont en revanche démenti les accusations généralisées d'accumulation de nourriture à des fins commerciales. Mais dans un état gangréné par la corruption, les observateurs se montrent sceptiques. Si ces stocks n'ont pas été distribués à temps, c'est qu'il y a des motifs que nous ignorons. Les explications des autorités n'ont pas convaincu. Les Nigérians dépensent en moyenne 60% de leurs revenus pour se nourrir et l'inflation qui vient de franchir la barre des 13%, son plus haut niveau depuis 2018, asphyxie davantage le pouvoir d'achat des ménages, faisant planer le spectre de nouvelles émeutes de la faim. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.